C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, fin du mandat de la mission militaire de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision prise à l'issue d'un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Le retrait progressif des troupes a été ordonné. Les réactions à Kinshasa dans ce journal. Suite et fin de notre série au Soudan. Aujourd'hui, nos envoyés spéciaux nous emmènent à Bahri, un endroit particulièrement touché par les combats. Ces habitants qui l'avaient fui reviennent progressivement y vivre, mais la vie reste compliquée. Et puis on ira au Sénégal où le sélectionneur de l'équipe de football a dévoilé sa liste de joueurs pour les qualificatifs de la Coupe du Monde 2026. Vous verrez qu'ils sont nombreux, les joueurs binationaux formés en Europe, à rejoindre la sélection de leur pays d'origine. En sommet extraordinaire, les pays d'Afrique australe ont mis fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont, dans la foulée, ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Écoutez le président sud-africain. Nous allons nous retirer par étapes. Certes, la situation sur le terrain est précaire, mais la paix que nous avons en ce moment tient. Nous travaillons pour que cette paix tienne et pour poursuivre le retrait progressif des troupes. Cela est à interpréter comme un signe de confiance afin de consolider la paix et le cessez-le-feu. Et ce qui va consolider cette paix, c'est le début des négociations entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques. Et à Kinshasa, cette décision est perçue comme un aveu d'échec. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangula. Le communiqué final de la SADC indique que cette décision a été prise alors que la situation sécuritaire s'aggrave dans l'est du pays. La mission déployée depuis décembre 2023 a payé un lourd tribut fin janvier lors de la prise de Saké puis de Goma. 18 soldats ont été tués, dont 14 Sud-Africains. Alors pour ce chercheur, le retrait de la SAMI-DRC n'est pas surprenant. La SADC, c'est un message, je pense, pour dire que ça ne peut pas se résoudre par les armes, ça ne peut pas certainement se résoudre par la mission actuelle de la SADC. Et je pense que c'est un aveu de l'échec. Depuis la chute des Goma, la SADC est dans une sorte d'impasse avec des militaires sud-africains et d'autres qui sont bloqués à Goma sous contrôle d'IM23 où ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur mandat. Et donc la seule voie de sortie pour eux était de trouver un moyen de les retirer de cette zone-là. Dans son communiqué final, la SADC appelle à trouver une solution politique et diplomatique pour mettre fin au conflit dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Kinshasa ne s'est pas encore exprimé sur le retrait des soldats de la SAMI-DRC, mais sur les réseaux sociaux, la présidence congolaise a salué la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Le médiateur congolais a d'ailleurs annoncé la tenue de négociations directes entre des délégations congolaises et du M23 le 18 mars. Kinshasa ne s'est pas encore prononcé sur cette invitation. Le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud. Cela faisait 7 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Au Cap, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont tenu à afficher leur rapprochement. La correspondance de Caroline Dumais. C'était le 8e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud, mais le dernier datait de 2018. Donc les deux parties ont convenu que depuis, le monde avait bien changé et qu'il était crucial de renforcer le partenariat entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne. Alors pour ça, l'Union européenne est venue avec un package de 4,7 milliards d'euros d'investissement, essentiellement dans le secteur énergétique et pour une énergie propre, pour aider la transition énergétique sud-africaine. Donc ce sont des projets qui vont de l'hydrogène vert au renouvelable en passant par des aides dans les transports énergétiques. Alors c'est très intéressant parce que ça arrive au moment où Washington, en fait, a retiré 1 milliard de dollars d'aide à la transition énergétique sud-africaine. Mais pour la présidente de la Commission européenne, les deux événements n'ont rien à voir. C'est une nouvelle enveloppe. C'est totalement indépendant du retrait des États-Unis. C'est un effort collectif de la part de l'Europe. Notre signal est très clair.
Nous continuons notre collaboration et nous pensons que c'est un excellent projet. Nous avons du travail devant nous et cet effort est indépendant du retrait des aides américaines. Et les deux parties vont se retrouver dans les semaines, les mois à venir pour finaliser un mémorandum, le Global Gateway Initiative, GGI, comme on l'appellera bientôt, est sans doute l'un des plus grands projets de ces dernières années. Cet enlèvement au Mali, plusieurs dizaines de passagers d'un bus ont été kidnappés par des djihadistes présumés dans le centre du pays. Le bus quittait la ville de Bankas pour se rendre dans la capitale Bamako. La correspondance régionale de Serge Daniel. D'abord, selon les témoins, plusieurs dizaines de passagers, tous des civils, des djihadistes, de présumés djihadistes, encagoulés pour certains, armés, seraient intervenus à un moment pour arrêter le bus. Ils auraient descendu dans un premier temps quelques femmes, quelques enfants, avant de reprendre le chemin avec le conducteur et les autres passagers, tous des civils, des adultes. Que veulent-ils? Selon des observateurs, il est fort probable que ces présumés djihadistes étaient à la recherche d'abord de militaires maliens déguisés en civils, éventuellement déguisés en civils, ou tout simplement de civils qu'ils accusent de travailler pour l'armée. Pour le moment, on ne sait toujours pas ce que sont devenus les passagers de ce bus. Mais on se souvient qu'il y a quelques mois déjà, dans la même région de Mopti, comme pour dire que l'insécurité demeure toujours dans des zones, plusieurs centaines de civils qui étaient à bord d'au moins 3 bus avaient déjà été enlevés par les mêmes présumés djihadistes. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, de nouveau entendu par un juge. Il a été présenté dans la matinée de ce jeudi au tribunal de Dar el-Baïda. Un nouveau chef d'inculpation pèse contre lui. Il est désormais accusé d'intelligence avec des parties étrangères. Boualem Sansal est également accusé d'avoir tenu des propos attentatoires à l'intégrité du territoire national. Fin de citation. Quatrième et dernier épisode de notre série au Soudan. Aujourd'hui, on vous emmène à Bahri, ville voisine de Khartoum, un endroit particulièrement touché par les combats. La population est tout juste en train de se réinstaller dans la ville. Reportage de Bastien Renouille et Mohamed Farhat. Une fois par semaine, Omar vient faire des courses dans ce marché. Il est responsable d'une takia, une cuisine communautaire. Ces aliments peuvent faire 30 marmites de riz accompagnées de 10 casseroles de poulet en sauce. Donc cela va suffire pour 1200 personnes. Le lendemain matin, nous retrouvons son équipe au fourneau. L'association reçoit des dons de la diaspora pour financer les repas qui permettent aux plus démunis de survivre. On a d'abord coupé les oignons, préparé les épices et l'ail. Et après, on a allumé le feu vers 2 h du matin. De nombreuses organisations similaires ont vu le jour depuis le début de la guerre en avril 2023. La cuisine terminée, direction les zones les plus impactées par le conflit. On va distribuer ce repas dans les écoles de déplacés. Environ 40 marmites pour qu'on puisse les donner aux citoyens qui ont été évacués des zones d'affrontement que la milice des RSF contrôlait. En théorie, l'État soudanais doit nourrir ses déplacés. Mais récemment, les subventions se sont arrêtées. On prépare 2 repas par jour. Un repas à 11 h et un autre de 16 h à 18 h. Enfin, ça c'était avant l'arrêt des aides. Après l'arrêt, on n'a pas pu continuer. Dieu merci, nous recevons des dons, parce que ces gens-là n'ont pas mangé depuis hier. Le repas distribué, ils devront espérer qu'une autre association prenne le relais le lendemain. Sinon, il faudra attendre que Omar et son organisation récoltent de nouveau des fonds. Au Bénin, la chenille légionnaire ravage chaque année des milliers d'hectares de maïs, la principale culture vivière du pays. Face à ce fléau, une solution numérique transforme les smartphones en outils de détection.
Une innovation qui pourrait révolutionner la protection des cultures. Reportage de Lilafa Amouzou, Emmanuel Sodji et Raphaël Tali. Ces champs de maïs, situés dans le nord du Bénin, cachent un ennemi redoutable, la chenille légionnaire d'automne. Depuis son apparition dans la région en 2016, ce ravageur détruit jusqu'à 40 000 hectares par campagne agricole, soit un champ sur 10. Il y a des producteurs qui perdent carrément 80% de leur récolte. Dans un même village, vous pouvez voir des producteurs qui à la fin ne récoltent par exemple que 4 sacs de maïs, alors que les prévisions c'était de 20 à 25 sacs. La solution pourrait venir de cette application AgriCef, née de la collaboration entre chercheurs, entreprises tech et acteurs du développement agricole. Elle transforme chaque smartphone en sentinelle. Le producteur, quand il va dans son champ, il scanne une plante de maïs. Donc l'application va d'abord reconnaître s'il s'agit d'une plante de maïs. Et si elle est attaquée, est-ce que cette plante est attaquée par la chenille? Donc, elle va essayer d'analyser les perforations, voir les larves et même la chenille pour dire oui, ça, c'est un problème lié à la chenille. Et ensuite, maintenant, l'application va aider le producteur à évaluer le taux d'infestation. Et à partir du taux d'infestation, l'application va proposer au producteur les pratiques agroécologiques qu'il faut pour pouvoir lutter contre ces chenilles-là. À travers le pays, des stations solaires font office de point relais. Ces digikiosques, au nombre de 8, permettent aux agriculteurs de recharger leur téléphone et de recevoir des conseils sur les solutions naturelles à base de plantes locales, sans pesticides. Un an après son déploiement dans 2 communes du Nord, les premiers résultats sont prometteurs. Les rendements des cultures de maïs ont augmenté de 10 à 15%, avec un gain pouvant atteindre 70 000 francs CFA, l'équivalent de 100 € par hectare. Les projets du genre peuvent être mis à l'échelle du point de vue géographique pour couvrir ensemble tous les producteurs de maïs dans le pays. D'ici à la fin de l'année, le niébé et la patate douce, également menacés par les ravageurs, feront leur entrée dans le dispositif. Le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football a dévoilé ce jeudi sa nouvelle liste de 26 joueurs en vue des qualifications de la Coupe du Monde 2026 fin mars. Parmi ces footballeurs figurent plusieurs binationaux qui auraient pu jouer avec de grandes équipes européennes. La correspondance à Dakar d'Elimandao. Yehvan Diouf, sélectionné par le Sénégal au détriment de la France. Ilaï Kamara, pourtant éligible avec les Diables Rouges de la Belgique, décide finalement de représenter les Lions de la Teranga. Et surtout Hassan Diao, pépite de 19 ans qui a déjà joué des matchs avec les sélections jeunes de l'Espagne, va finalement porter la tunique des Lions de la Teranga. Le Sénégal de plus en plus ouvert à l'intégration de ces joueurs de football binationaux qui hésitent entre leur pays d'origine et les grandes sélections européennes. Je vous propose d'écouter le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw qui a effectué une tournée en Europe pour convaincre ses joueurs à jouer pour le Sénégal. Moi, j'aime pas qu'on parle de binationaux, locaux, des choses comme ça. Pour moi, c'est des Sénégalais, tout le monde sénégalais. Donc, il faut aller les démarcher, il faut aller les parler et leur présenter le projet et voir aussi leur état d'esprit et voir leur envie de porter ce maillot. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et c'est tous les jours que j'ai vu, ça s'est très bien passé. Et espérons que tous seront là ces jours-ci et aussi pour montrer l'amour qu'ils portent pour leur pays, qui est le Sénégal. Ces nouvelles recrues de la sélection sénégalaise seront certainement d'un apport non négligeable pour les prochains matchs importants du Sénégal, comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre le Togo et le Soudan. La 17e édition du FEMUA à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la Guinée qui est l'invité d'honneur. L'artiste Assalfo, le commissaire général du festival, s'est rendu à Conakry pour l'occasion. Écoutez-le, il répondait aux questions de Malik Diakité. La Guinée et la Côte d'Ivoire partagent quelque chose de très fort, en dehors même des relations politiques ou diplomatiques qui peuvent exister. Et la Guinée aussi est par excellence un pays de culture. Donc c'est un choix logique pour nous de prendre la Guinée comme pays invité d'honneur pour lui permettre de venir partager avec la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique ses richesses, tant sur le plan culturel que touristique. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Dans quelques instants, la suite de l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.
le surf est visible par les Ivoiriens et je pense que de plus en plus d'Ivoiriens veulent essayer une nouvelle discipline. Et ça fait que le surf est en train de prendre un boom actuellement. On apprend beaucoup parce que la majorité des surfeurs, c'est des gars qui sont pros, c'est-à-dire qu'ils ont un très bon niveau, ils ont beaucoup voyagé. Et pour nous qui n'avons pas eu l'occasion de trop voyager, c'est le moment de prendre de l'expérience, apprendre de ces gars qui sont super forts. Là. C'est très difficile d'avoir des visas pour peut-être aller compétir en Europe ou ailleurs. Parce qu'on n'a pas de sponsor, on n'a pas de logistique, on n'a pas d'investissement, on n'a rien. Donc ça fait qu'on surfe juste pour le plaisir au fait. Aujourd'hui, vous savez, pour progresser dans le surf, il faut voyager, surfer de différentes vagues. Et moi, si j'ai eu l'occasion d'être sponsorisé, je pourrais voyager aux États-Unis, faire quelques mois, mais je ne pourrais pas rester tout le temps là-bas. Parce que j'ai besoin de ces genres de vagues ici à Sydney. Elles sont puissantes, elles ne sont pas longues, mais elles ont beaucoup de tremplins pour faire des grosses manœuvres. Mon but, c'est de partager mon expérience avec toutes les personnes désireuses d'apprendre. Et ouais, aujourd'hui, on vit du surf. C'est pas comme le football, mais on vit du surf et on est content tous les matins. Je pense que c'est vraiment ça aussi le plus important.